Bienvenue à cette exploration qui nous emmène aujourd'hui au cœur d'un sujet vraiment bouillonnant, celui de l'entrepreneuriat féminin comme levier. Oui, comme levier de la renaissance africaine. C'est ça. On va se pencher sur un matériel de formation particulièrement riche, très concret, le module Autonomisation de la femme et leadership entrepreneurial. Mhm. Conçu par coach Samuel Benny du Jama Consulting, directement sur le terrain à Goma, en RD Congo. Ça date d'octobre 2025. C'est tout récent, oui. Et l'objectif, il est clair. Aider des femmes micro-entrepreneurs à passer de ce qui est souvent une lutte pour la survie. Un vrai succès. Un succès choisi, construit, exactement. Voilà. Et notre rôle ici, c'est un peu de décortiquer ce module, d'en extraire la substance, les idées fortes, des idées qui peuvent éclairer, je pense, bien au-delà de Goma. Tout à fait. On va naviguer à travers des thèmes essentiels. Comment s'opère ce déclic mental pour passer de la survie à l'ambition de croissance? Pourquoi une discipline financière, même très simple, elle est si déterminante? Mhm. Et puis, quelle stratégie de développement marche vraiment là-bas, dans ce contexte? Ce qui est frappant, je trouve, c'est cette vision vraiment intégrée, Oui. qui ne sépare pas le psychologique, le social, l'économique. Tout est lié. Et c'est ça qui rend cette discussion, je pense, pertinente pour beaucoup de monde, en fait. Absolument. On est soi-même un projet, on s'intéresse au leadership ou simplement à comment transformer une compétence en une activité, disons, pérenne. Il y a des leçons universelles. C'est sûr. On nous promet des stratégies éprouvées, loin des grands discours théoriques. D'ailleurs, la méthode pédagogique du module, il l'appelle TIPAR. Ah oui, t'y pars. Oui, théorie, inspiration, procédure, application, récapitulation. Ça sonne déjà très pragmatique, non? Oui, ça donne le ton. Très concret. Alors commençons par le socle, l'état d'esprit, l'autonomisation. Le module parle d'une autonomisation multidimensionnelle. Ça veut dire quoi? Pas seulement l'argent donc. C'est ça, c'est un point de départ crucial. L'argent, bien sûr, il en faut, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. La première leçon du module insiste sur l'autonomisation économique, oui, mais aussi sociale, avoir une voix, être respecté, et puis psychologique, croire en soi, avoir le contrôle. Hmm. Sans ces trois piliers, l'édifice reste fragile, quoi. Et l'exemple de Maman Marie-Claire dans la leçon 1, il est assez parlant, non? Oui, tout à fait. Elle réussissait dans son business agroalimentaire, l'argent rentrait, mais concrètement, Elle n'avait aucun pouvoir dessus. exactement, aucun pouvoir sur ses gains, c'était son mari qui gérait, et elle n'osait pas s'imposer. Ça illustre parfaitement cette autonomisation un peu bancale. Incomplète, oui. Où le succès économique, il ne se traduit pas en pouvoir de décision réel. Et comment le module aborde ça alors? Ce décalage. Alors, il attaque le problème à la racine, l'état d'esprit. La leçon 9, elle est entièrement dédiée à ça, à ce passage de la mentalité de survie Hmm. à la mentalité de croissance, le fameux growth mindset. Ah oui, La mentalité de survie, c'est un peu l'idée que nos capacités sont fixes, que l'échec, c'est la preuve qu'on est nul, quoi. d'accord. La mentalité de croissance, au contraire, elle voit l'effort comme le chemin pour développer ses compétences. L'échec, c'est une leçon, la critique, c'est une info utile. C'est vraiment un changeant de regard. C'est intéressant comme concept. Mais comment on passe concrètement de l'un à l'autre? Ça ne se décrète pas, j'imagine. Ah non, bien sûr, le module insiste beaucoup sur le pouvoir des mots et des petites actions. Hein. Oui, il y a cette anecdote, je la trouve révélatrice, d'une coiffeuse qui se croyait limitée. Elle disait ne pas avoir le talent pour des coiffures plus complexes. Mhm. Et le simple fait de l'amener à remplacer talent, qui est perçu comme inné, par compétence, quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Ça a changé quelque chose? Ça a été un déclic. Elle a commencé à suivre des formations, à s'entraîner, et elle a développé ces fameuses compétences. Parfois, le blocage, il est d'abord dans les mots qu'on utilise pour se décrire. C'est un premier aha moment, ça. Le vocabulaire peut être une cage ou une clé. Exactement, une clé. J'aime bien l'image. Ça me peut penser à l'importance de l'estime de soi et de l'assertion. C'est dans la leçon 11, ça. Comment on construit cette estime quand on part de loin? Peut-être après des années où on s'est senti dévalorisé. Alors là aussi, le module propose des outils très concrets. Par exemple, le journal de réussite. Le journal de réussite. Oui, l'idée est simple, elle est illustrée avec une certaine fatou. Chaque soir, notez 3 choses, même toutes petites, qu'on a bien réussi dans la journée. Ah oui? Genre quoi? Ça peut être une vente bien négociée, un compliment qu'on a reçu, une tâche difficile qu'on a enfin terminée.
peu importe. À force, ça crée une accumulation de preuves positives, D'accord. ça contrecarre le discours intérieur négatif, ça ancre l'estime de soi dans le réel, pas juste dans l'intention. Et une fois qu'on commence à y croire un peu plus, à sa propre valeur, comment on la défend? Je repense à Maman Marie-Claire qui n'osait pas. Le module donne des pistes? Oui, et c'est là qu'intervient la technique de l'assertion négociée, présentée comme un outil en 3 étapes, simple mais puissante. Yékel. D'abord, affirmer son besoin ou sa limite, clairement, sans détour. Ensuite, exprimer l'émotion que la situation provoque. Genre, quand tu ne payes pas à temps, bah, ça m'inquiète. Hmm. Et enfin, proposer une alternative, une solution constructive. Ce n'est pas de l'agressivité, hein, c'est de la fermeté constructive. Et ça sert à quoi concrètement? Négocier un prix? À tout. Négocier un prix, refuser une demande déraisonnable, poser ses limites, c'est essentiel. Essentiel pour protéger son entreprise, j'imagine. Savoir dire non même à des proches parfois. Exactement. La leçon 12 raconte l'histoire d'une transformatrice alimentaire. Elle a utilisé cette approche pour refuser un crédit à une voisine. Ah oui, et ça a marché. Oui, sans gâcher la relation. Elle a affirmé son besoin de protéger son capital, elle a exprimé son souci pour leur amitié, et puis elle a proposé autre chose, peut-être un paiement échelonné pour un futur achat, tu vois. D'accord. C'est cet équilibre qui est recherché. C'est ça. Et pour aider à trouver ce courage, la leçon 10 met en avant des récits inspirants, des femmes leaders africaines, voire des modèles qui ont réussi malgré les obstacles. Ça aide. Ça aide à combattre la peur, le syndrome de l'imposteur. Ok, donc la base, c'est ce travail sur soi. État d'esprit, capacité à s'affirmer. Une fois cette fondation, disons, posée, quels sont les outils concrets que le module met en avant pour stabiliser l'activité? Alors là, on passe à des choses très très pragmatiques. Et la discipline numéro 1, vraiment martelée dans les leçons 21 et 22, c'est la séparation des comptes. Ah, le classique. Le grand classique, c'est peut-être le conseil le plus basique en gestion, mais c'est souvent là que ça coince le plus dans les micro-entreprises. Oui, Le module appelle ça la confusion des caisses ou le saupoudrage. L'argent de l'entreprise qui part direct dans les dépenses de la famille. Aucune distinction. c'est le piège. On comprend pourquoi, hein, la pression familiale est forte. L'histoire d'Héloïse, la tresseuse, elle illustre bien ça, non? Tout à fait. Héloïse, elle était très douée, elle avait des clientes. Mais elle n'arrivait jamais à mettre de l'argent de côté. Pourquoi? Pour acheter du meilleur matériel ou aménager un petit coin, elle, chaque gain était immédiatement aspiré par les besoins du foyer. Elle faisait du surplace, quoi. Et la solution proposée? Simple en théorie, mais ça demande une vraie discipline. Se fixer un salaire du patron. Un salaire du patron. Oui. L'entrepreneur décide d'une somme fixe qu'elle se verse régulièrement. Cette somme, ça devient une charge pour l'entreprise. Et c'est avec ce salaire qu'elle gère les dépenses de la maison. Hmm. Le reste de l'argent généré reste dans l'entreprise, pour le réinvestissement, les imprévus. C'est une façon intelligente de cadrer les choses, ça. Le salaire du patron. Et pour suivre tout ça, j'imagine qu'il faut un minimum d'organisation quand même, hein. Bien sûr. Et c'est là qu'intervient l'outil financier le plus fondamental présenté en leçon 23, le cahier de caisse. Ah, le fameux cahier. Oui, mais vraiment la version la plus simple. Une colonne date, une pour l'opération, qu'est-ce qui s'est passé, une pour les entrées d'argent, une pour les sorties et une pour le solde qui reste. C'est tout? C'est tout. Mais le tenir au jour le jour, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Ça apporte une clarté incroyable. On sait enfin où va l'argent et sain. Je vois. Le module raconte comment Mama Fifi, une vendeuse de jus, elle est passée de l'angoisse permanente, est-ce que je gagne, est-ce que je perds, à une sérénité retrouvée, juste en tenant ce simple cahier. Et ça rend fiable aussi, j'imagine. Exactement. Le solde écrit doit correspondre à l'argent qu'on a vraiment en caisse. C'est la base de la confiance. Et cette clarté, j'imagine que ça permet ensuite de comprendre des notions un peu plus avancées, comme la rentabilité. Tout à fait. Une fois qu'on a des chiffres clairs grâce au cahier, on peut commencer à calculer des indicateurs clés. La marge, bien sûr, la différence entre le prix de vente et le coût de revient, et surtout le seuil de rentabilité, le point mort, c'est abordé en leçon 21. Le point mort, c'est quoi exactement, hein? C'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut atteindre juste pour couvrir toutes ses charges, fixes et variables. Savoir combien de jus Mama Fifi doit vendre juste pour ne pas perdre d'argent, c'est une info capitale. Ah oui, effectivement. C'est seulement au-delà de ce point qu'elle commence à faire du profit. Ça fait la différence entre être juste occupé et être vraiment rentable. Compris. Donc, état d'esprit solide, finances claires. Et pour avoir une vue d'ensemble de son projet, comment on fait? Le module propose un truc?
Oui, la leçon 19 introduit une version simplifiée du Business Model Canva, le BMC. Ah, le BMC, mais simplifié, c'est bien ça. Oui, pas besoin des 9 blocs classiques qui peuvent faire un peu peur. Là, on se concentre sur 5 éléments essentiels. Lesquels? Alors, 1. La proposition de valeur. Qu'est-ce que j'offre d'unique? Quel problème je résous? 2. Les clients. Qui sont-ils exactement? 3. Les canaux. Comment je les touche? Comment je livre? D'accord. 4. La structure coût-revenu. Combien ça coûte de produire ou livrer? Comment je gagne de l'argent? Et 5. Le capital humain. Qui fait quoi? Quelles sont les compétences clés? C'est comme dessiner une carte de son business. Une carte visuelle, c'est souvent plus parlant qu'un long discours. Il y a un exemple concret dans le module? Oui, celui de Gisèle, une couturière. En remplissant ce BMC simplifié, elle a réalisé un truc important. Ah oui. Sa vraie force, ce qui la distinguait vraiment, ce n'était pas seulement sa technique, d'autres l'avaient aussi, mais c'était sa fiabilité absolue sur les délais, sur la qualité. Et ça a changé quoi? Ça lui a permis de mieux cibler sa communication vers des clients qui valorisaient cette fiabilité, genre pour des uniformes, des événements, et elle a pu ajuster ses prix. Le BMC l'a aidé à identifier et à valoriser son atout caché. Intéressant ce travail de clarification. Et avant même de faire ce BMC, y a-t-il une étape pour faire le point sur sa situation de départ? Tout à fait. La leçon 3 propose un outil simple mais très puissant. La matrice DRB. Défi, ressources, besoins. DRB. Souvent, on a tendance à se focaliser sur les problèmes, les défis. L'idée ici, c'est de commencer par identifier et valoriser les ressources qui existent déjà. Les forces, quoi. Exactement. Le savoir-faire, le réseau de contacts, la réputation, la résilience personnelle. L'accompagnateur, il doit être un chercheur d'or, aider l'entrepreneur à voir toute la richesse qu'elle a déjà. D'accord. Et c'est seulement après avoir listé ses forces qu'on identifie les besoins réels pour surmonter les défis. Ça change complètement la perspective, de commencer par le positif. D'accord. On a donc posé les fondations, état d'esprit orienté croissance, outils pour la clarté financière, vision structurée de l'activité. Comment le module aborde-t-il ensuite le passage à l'étape supérieure, la croissance, la pérennisation? C'est le troisième grand volet. Une fois que la survie est assurée, que la stabilité est là, on peut commencer à construire activement la croissance. Et là encore, le module reste très pragmatique. Notamment sur le marketing, leçon 27. Le marketing, ça fait souvent peur, on pense que c'est inaccessible faute de moyens. Oui, c'est vrai. Quelles sont ces stratégies à faible coût alors? Il y en a plusieurs. Par exemple, le bouche à oreille organisé. Organiser, c'est-à-dire? C'est pas juste attendre que les gens parlent de vous, c'est l'encourager activement. L'exemple de Thérèse, la boulangère. Elle offrait systématiquement un petit pain sucré en plus à toute cliente qui lui amenait une nouvelle cliente. Ah, malin! Ça coûte peu, mais ça transforme les clients satisfaits en vrais ambassadeurs. Autre exemple, le marketing mobile simple, via WhatsApp notamment. Ah oui, L'histoire d'Aline qui fabrique des cosmétiques naturels, elle est parlante. C'est dans la leçon 25, je crois. Sans boutique physique coûteuse, elle utilise WhatsApp Business pour présenter ses produits avec des photos, prendre les commandes, organiser des livraisons groupées. et ça marche. Elle a considérablement élargi sa clientèle comme ça. Astucieux et vraiment adapté au contexte. Et pour être prêt quand une opportunité se présente, il faut savoir parler de son projet rapidement, non? Pitcher, comme on dit. C'est essentiel. La leçon 28 insiste là-dessus. Avoir un pitch commercial court, clair, percutant. En combien de temps? Pouvoir expliquer en 2-3 minutes ce qu'on fait, pour qui et ce qui nous rend unique. Le module raconte comment Thierry, un ébéniste, a transformé une rencontre un peu par hasard avec un client potentiel important en une vraie opportunité. Oui, parce qu'il avait préparé son pitch. La structure suggérée est simple. Identifier le problème qu'on résout, présenter sa solution unique et terminer par un appel à l'action clair. Genre, je vous propose qu'on se revoie pour en discuter plus en détail. D'accord. Savoir se vendre et vendre son produit. Quelles autres stratégies de croissance sont explorées? Alors, la leçon 25 aborde la diversification intelligente. Plutôt que de juste vendre plus du même produit, comment ajouter des services ou produits complémentaires, idéalement à plus forte marge. Par exemple. Une couturière qui propose aussi des retouches rapides, ou une agricultrice qui transforme une partie de sa récolte en jus ou en confiture.
Il y a aussi l'élargissement des canaux de distribution. Vendre directement, oui, mais peut-être aussi via des revendeurs ou en ligne si c'est pertinent. Et j'imagine que le réseau, la communauté, ça joue un rôle clé dans cette croissance. Ah, mais absolument crucial. La leçon 26 est dédiée au réseautage stratégique et aux alliances. Pas juste les contacts informels. Non, on parle de structures, comme les tontines, qui peuvent se formaliser en système de microcrédit ou d'assurance collective, ou les coopératives. D'accord. L'histoire d'Émilie, qui transforme le manioc, elle est peut-être l'une des plus fortes du module. Seule, elle était à la merci des prix, des difficultés d'approvisionnement. Et en rejoignant une coopérative? Alors là, elle a bénéficié de la sécurité de la tontine, des prix d'achat plus bas pour le manioc grâce aux commandes groupées, et surtout, la coopérative a décroché un contrat avec un supermarché local. Un marché auquel elle n'aurait jamais eu accès toute seule. Incroyable. Le réseau, là, c'est un vrai démultiplicateur de force. C'est un autre grand aha moment. La croissance passe souvent par le collectif. C'est puissant en effet. Piloter tout ça, ça demande aussi une vision, une capacité à se projeter. C'est le rôle du leadership visionnaire, leçon 29. Il s'agit d'encourager les entrepreneurs à définir une vision 3 ans. Où est-ce que je veux être dans 3 ans? Mhm. Quelle taille d'équipe? Quel local? Quel impact? Avoir cette vision, ça aide à prendre les décisions aujourd'hui. Et ça inclut d'anticiper les problèmes. Oui, ce leadership implique aussi d'anticiper les risques. Et là, un outil très concret, le fonds de réserve. La petite cagnotte. Exactement. La discipline de mettre de côté chaque mois, si possible, de quoi couvrir au moins un mois de charges fixes, loyer, salaire. Et ça sert vraiment? L'histoire de Pauline est là pour le rappeler. Son entreprise a survécu à une rupture d'approvisionnement soudaine, uniquement grâce à ce fonds de réserve qu'elle avait patiemment constitué. La discipline crée la sécurité. Et pour boucler la boucle, le module semble aussi insister sur l'impact qui va au-delà du profit. Oui, tout à fait. La leçon 30 parle du rôle de l'entrepreneur comme acteur de changement social, ce qu'on appelle souvent la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et concrètement, dans ce contexte, Ça se traduit très directement. Créer des emplois décents localement, former des jeunes apprentis, s'approvisionner auprès d'autres petits producteurs locaux. d'accord. L'histoire d'Agnès, la tresseuse qui forme des jeunes filles de son quartier, elle montre que cet investissement social crée une loyauté très forte de la communauté, des employés. Ça renforce l'entreprise elle-même. Ce n'est pas juste de la philanthropie, c'est aussi une stratégie de résilience. C'est un parcours complet, de l'état d'esprit aux stratégies de croissance et très structuré. Comment on s'assure que l'accompagnement est bien suivi, que l'entrepreneur progresse réellement? C'est le rôle du plan d'action d'accompagnement, le PAA, introduit en leçon 31. PAA. C'est un document essentiel, co-construit entre l'accompagnateur et l'entrepreneur. Il formalise les objectifs à atteindre en utilisant la méthode SMARTER. Smarter. Oui, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Mais le module ajoute 2 dimensions importantes, éthique et responsable. Ah, intéressant. Pour ancrer l'action dans des valeurs. Exactement. Et pour chaque objectif, on définit les actions précises, qui fait quoi et pour quand. C'est un outil de pilotage, de responsabilisation, mais surtout c'est un moyen de rendre l'entrepreneur de plus en plus autonome dans la gestion de sa croissance. C'est un programme dense, mais incroyablement ancré dans le réel. Si on essaie de synthétiser les grandes étapes de ce voyage entrepreneurial proposé par ce module de Goma, on commence par un travail profond sur soi, C'est ça, passer à un état d'esprit de croissance, construire son estime, apprendre à s'affirmer. la base. Ensuite, on se dote d'outils simples mais vitaux pour la clarté et la stabilité. Séparer les caisses avec la discipline du salaire du patron, tenir son cahier de suivi, cartographier son projet avec le BMC simplifié et comprendre ses chiffres clés, comme la marge, le seuil de rentabilité. Les fondamentaux. Enfin, on met en œuvre des stratégies pour grandir durablement. Un marketing malin et peu coûteux, la force du réseau et des alliances, une vision à long terme avec un fonds de sécurité, Mhm. et un impact social qui renforce l'entreprise. Le tout basé sur des exemples très concrets du terrain congolais. Exactement. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir à quel point ces principes, nés d'un contexte spécifique, ils résonnent universellement. C'est vrai. Cette idée que la discipline personnelle, tenir son cahier, mettre de côté pour le fonds de réserve, se payer un salaire fixe, c'est en fait le chemin vers plus de liberté, plus de sécurité. Oui. Que la clarté financière, c'est le socle indispensable, que ce soit pour une micro-entreprise à Goma ou pour nos finances personnelles ici. Absolument. Que la communauté et le réseau sont des leviers de résilience et d'opportunités phénoménaux.
Et enfin, que viser un impact qui dépasse le simple profit personnel, ça donne un sens plus profond et une force supplémentaire à l'entreprise. Hmm. Ces leçons venues de Goma, elles ont vraiment beaucoup à nous apprendre sur notre propre façon d'entreprendre ou de mener nos projets. C'est très inspirant. Pour terminer, une petite pensée à emporter, une question pour prolonger la réflexion. Oui, Ces modules de Goma, ils semblent montrer que des solutions très ingénieuses naissent souvent directement des contraintes. On a vu l'importance de la débrouillardise, du marketing à faible coût, de transformer les difficultés en opportunités. c'est vrai. Alors peut-être que la question à se poser est la suivante. Plutôt que de toujours chercher à obtenir plus de ressources, plus de moyens extérieurs, ne devrions-nous pas d'abord examiner de plus près nos contraintes actuelles, de temps, d'argent, de contexte, et nous demander comment on pourrait les utiliser différemment, voire les transformer en un avantage, en une source de valeur unique?